on est des hommes de terrain, je vais pas dire à un entraîneur comment entraîner. On pète un mec avec une certaine quantité de cannabis, qu'on met à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire, on le mate vers 23h30 minuit, le lendemain, 17h, il est sur le point de deal, encore. Et c'est un mec qui a un casier judiciaire long comme le bras. Quel est l'intérêt d'agir si, à chaque fois que vous agissez, ça n'amène à rien? Aujourd'hui, moi j'entends des fois que, effectivement, les prisonniers montrent qu'ils peuvent se faire à manger, regarder la télé, jouer à la console. La vie d'Aloca, hein. Pourquoi on met pas en place un système qui permettrait qu'ils participent à l'économie du pays? Et des parents qu'on n'ont rien à branler. Et pour des faits bien plus graves que avoir volé des écouteurs. Ouais. Pour des faits bien plus graves. Salut la France, aujourd'hui j'ai décidé de faire suite à la vidéo que j'ai fait concernant la police, où j'ai été voir les citoyens pour leur poser la question quelle note ils donneraient sur une échelle de 0 à 10 à la police aujourd'hui en France. Et j'ai décidé maintenant d'aller interviewer les acteurs qui, eux, sont directement concernés pour leur donner la parole, donc des fonctionnaires de police, pour avoir leur point de vue, leur retour critique, pour savoir comment eux notent la police aujourd'hui en France. T'es prêt? Allez, let's go, c'est parti. On démarre l'interview avec un fonctionnaire qui exerce dans le 93 et pour des raisons évidentes, on va le flouter et cacher son identité. Actuellement, je suis dans le 93, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le métier. J'ai exercé dans plusieurs départements, dans le 77, dans le 91 et maintenant aujourd'hui dans le 93. Ok. Donc, depuis 8 ans que tu exerces dans la police, ça fait combien de temps que tu es sur le 93? Ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans que je suis dans le 93 maintenant. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à exercer plutôt dans le 93? Bon, c'est des choix de carrière, qui se proposent à nous, qui s'offrent à nous, et puis c'est des milieux un peu plus compliqués où il y a un peu plus de travail du coup, pas le même travail qu'ailleurs. Parce que tout dépend où est-ce qu'on exerce, le boulot n'est pas totalement le même. Et voilà, après c'est des choix personnels et de carrière. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Quelle note t'aurais tendance à mettre à la police aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10? Alors si on fait une note globale, vraiment globale, je mettrais un 7. Okay. Pour moi, ça se découpe en deux grosses catégories. Les notes des policiers, voilà, des agents qui exercent leur métier, et il y a la note aussi de l'institution de la police, qu'est-ce qu'elle peut faire, et du coup en fait les deux notes ne sont plus du tout pareilles. Mais si je dois les noter globalement, l'institution et la vie aujourd'hui de la police, voilà, je pense que je mets un 7. Ok, pourquoi? Je mets un 7 parce que déjà tout est perfectible. Ouais. Voilà, ça c'est dans tous les domaines, c'est pas que chez nous. Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une époque où la police est très décriée, et très critiquée. Et je pense que aujourd'hui, c'est pas facile déjà dans un premier temps d'exercer ce métier-là. Au niveau de soutien de la population, soutien même de certains représentants politiques, de tout ça. Donc faut en tenir compte, et c'est vrai qu'on souffre de soucis, de besoins, d'effectifs, de matériel, de besoins de matériel, de besoins d'effectifs. Quand tu parles de politique, tu parles plutôt de quel type de profil? Je parle surtout des prises de position politiques suite à des affaires qui peuvent passer très rapidement, sur des affaires qui prennent des grosses proportions, que sur BFM TV, sur CNews, sur des plateaux télé. Par exemple, l'affaire Naël, il y a eu des prises de position politiques que j'ai trouvées, moi, de ton point de vue à toi. De mon point de vue à moi, attention, ça ne concerne que moi, que j'ai trouvé scandaleuse. Voilà, parce que ce soit le président de la République, que ce soit le président de la République, même qui vous a condamné, voilà. Qui a condamné les policiers, qui a en fait au départ d'une affaire, il y a toujours quand même de la présomption d'innocence qui est valable pour tout le monde. Là, ça n'a pas été le cas. On a de suite crié au scandale, que c'était pas normal, avant même que le cadre soit posé, qu'il y ait un début d'enquête, qu'il y ait vraiment les éléments. Et voilà, j'ai trouvé que la prise de position a été peut-être très maladroite. On connaît tout ce que ça a engendré derrière comme souci, avec les émeutes, avec tout ça. Et c'est vrai que ça a peut-être été fait pour un apaisement, pour éviter que ça parte dans tous les sens derrière, ce qui n'a pas marché du coup. Non. Parce que voilà, le constat est là. J'ai travaillé pendant les émeutes et voilà, ça a été quelque chose. Et tu as parlé de la population, que tu ressens comme étant pas forcément dans le soutien vis-à-vis de la police. Ça. Et tu penses que c'est dû à quoi ça? Ce qui joue énormément, je pense que c'est déjà les médias.
les médias, parce que du coup, ils relatent ce qu'ils veulent. Et il y a déjà eu plein de soucis. On a vu des vidéos sortir où voilà, on fournit une vidéo de 15 secondes où on voit des choses se passer sur ces vidéos-là qui incriminent la police, mais qui ont été coupées. On voit pas ce qui se passe les 15 secondes d'avant et qui changent au final toute la scène. Et les gens voient ça à la télé. Donc les gens ont forcément un avis là-dessus. Et donc en fait, je pense que tout ça crée un manque de confiance générale en la police. On est dans un boulot où en fait, quand des collègues, quand des fonctionnaires, malheureusement, font des bêtises, des conneries, en fait, c'est ultra médiatisé. On est dans un boulot voilà, qui est ultra médiatisé. Si demain, dans un restaurant, un serveur pète un câble et fout sur la gueule à un gars, ça fera peut-être pas la une de BFM TV. On a un métier avec des grosses responsabilités et qui engendre tout ce qu'on sait. Et du coup, forcément, quand il y a un problème, un souci qui est médiatisé, ça crée un peu le désordre. Une ampleur voilà, qui est beaucoup plus importante. Et donc forcément des sentiments qui en ressortent. On connaît un peu comment fonctionnent les médias. Ils sont souvent dans le buzz. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Ouais, et donc pour faire du buzz, pour faire de l'audience. Voilà, faut faire de l'audience. Et pour faire de l'audience, il faut aller chercher des scènes qui vont permettre de faire de l'audience, et malheureusement c'est rarement les scènes où tout se passe bien. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Après on est quand même dans un boulot où on est censé faire respecter la loi, et quand ça déborde et que ça prend des proportions trop grandes, on a un boulot qui nous amène des fois à utiliser la force aussi, et ça faut pas l'oublier. Moi je suis pour la prévention, pour l'échange, pour la proximité, d'ailleurs dans ta précédente vidéo, il y a une personne qui dit qu'il faudrait remettre de la proximité. Les polices municipales s'en occupent de cette proximité-là. Elles sont là déjà en premier abord pour ça, pour la proximité. C'est une police qui est au service et à l'écoute de ses administrés. Aujourd'hui, est-ce qu'ils font bien le taf ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Mais cette police est censée être là pour ça. Ce qui a fait que ta note a diminué, c'est parce que tu penses que c'est l'institution policière qui est à revoir, plus que le travail fait par les policiers en tant que tel? Moi, je suis vraiment un minuscule pion dans tout ça. Je suis personne pour dire que l'institution de la police est à revoir, parce que moi, ça me dépasse. J'ai pas la prétention de dire il faudrait faire ça. À mon échelle, à moi, oui, il y a des petites choses qui... Il y a des petites choses qu'il faudrait changer, il y a certaines choses qui sont... Il faut voir l'état de certains commissariats. Alors évidemment, les gens vont dire oui, mais c'est pas parce que le commissariat est dans un tel état qu'ils peuvent se permettre de faire ci ou de faire ça. Nous déjà, on se doit d'être exemplaires, tous les jours. Voilà. Et ça, on n'a aucune excuse là-dessus, c'est le jour où on ne l'est pas. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est des humains comme tout le monde, on a des problèmes aussi dans nos vies, et donc comme dans tous les boulots, il faut essayer de le faire ressentir le moins possible. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même, ni plus ni moins que des humains. Je ne vais pas englober tous les jeunes issus de quartiers sensibles et difficiles, mais moi je connais un paquet j'ai fait pas mal de villes du coup, et il y a quand même... des infrastructures qui sont mises en place. J'ai certaines villes en tête où ils ont des synthétiques tout neufs, et c'est pas dans la ville, c'est dans plusieurs quartiers de la ville, des synthétiques tout neufs avec comment on appelle ça, des terrains de basket à côté, c'est même pas un seul terrain pour les deux jeux. Il y a vachement de choses qui sont mises en place, maisons de jeunesse et tout ça. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des gens qui sont les fils d'agriculteurs et tout ça, qui sont dans la cambrousse, ces gens-là galèrent aussi financièrement, qui n'ont pas spécialement les mêmes aides, ils ont des enfants qui les aident. Il n'y a pas ce type d'infrastructure. Il n'y a pas ce type. Ces gens-là n'ont pas de ce type d'infrastructure-là. C'est des gens qui prennent le bus pendant 40 minutes pour aller au collège, au lycée, et qui galèrent aussi. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même un peu moins de délinquance dans les zones rurales. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il se passe rien là-bas non plus. Bien sûr. Mais voilà, pour moi, il faut pas que ce soit un prétexte. Je connais des gens qui sont issus de quartiers difficiles, qui ont été des bons amis de collège, de lycée, et qui aujourd'hui s'en sortent très très bien, avec des situations familiales catastrophiques à la base. Et ces gens-là, ils se sont pas servis de ça pour dire oui mais non, ils se sont sortis les doigts, et aujourd'hui ils ont des situations plus que respectables, et moi je suis fier de ces potes là quoi. Vraiment, parce que du coup quand tu pars de pas grand chose, voire même du néant, et que t'es dans ces situations là, eux ils ont pas trouvé cette excuse là. Voilà, ils s'en sont sortis dans la vie. C'est pas évident pour tout le monde, tout le monde n'a pas forcément les mêmes facultés, les mêmes possibilités, mais en tout cas, peut s'en sortir. Il y a des possibilités. Voilà, on peut tendre vers des choses qui restent dans les clous, plutôt que de partir forcément dans de la délinquance. C'est ça. Aujourd'hui, la plupart du temps, ce que j'entends qui pose problème dans notre société, c'est la drogue. C'est les quartiers où il y a du trafic à tire-larigot, et on a l'impression que c'est de pire en pire, et qu'il y a de plus en plus, ça devient de plus en plus banalisé,
que de pouvoir faire du trafic de drogue. Les points de deal maintenant sur les murs directement sont indiqués les matières, l'endroit, le rendez-vous. On peut commander par Snapchat. Voilà, c'est Uber Sheet. C'est vraiment facile. Et pourtant, on sait que c'est ce qui crée les attaques comme on a eu à Rennes à la Kalachnikov et tous les règlements de compte, tous les règlements au terrain de drogue et machin, tout ça. Et voilà, pour pouvoir essayer de récupérer. Comment on fait pour éradiquer le problème? Comment se fait-il que notre gouvernement, qui est censé, alors je vais loin, mais qui est censé nous protéger, on paye des impôts, les gens aujourd'hui se plaignent en permanence d'avoir un écart entre le brut et le net qui est considérable. On va pas me dire que tout ça c'est pour payer les retraites. Bien évidemment qu'il y a une grande partie qui est faite pour les aides sociales, il y a une grande partie qui est faite pour assurer, c'est le rôle de l'État d'assurer des voiries propres, de l'éclairage public, mais également d'assurer notre sécurité. Or, je suis désolé, je vais manger à Subway à Rennes il y a quelques jours, je suis à 2 doigts de me faire rafaler par une Kalachnikov. Comment on fait? Alors c'est une grosse question, et moi malheureusement, la solution miracle, je l'ai pas. Je pense qu'il y a un souci de moyens. Les moyens, on les a. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça peut pas se mettre en place comme ça. Ce qui gêne un point de stupéfiant, un point de trafic et tout ça, c'est la visibilité. Donc en fait, c'est quand nous on fait de la visibilité, quand on va dans ces quartiers-là, et que le temps qu'on y reste, ça se met à l'arrêt. Ou si on est là, ça gêne. Et quand ça gêne, forcément, ça tourne au ralenti, ou ça tourne plus. Jusqu'à ce qu'on reparte. Tu es en train de m'expliquer qu'il faut que vous soyez présent pour que ça se calme, ça ralentisse, voire que ça disparaisse. Sauf que vu qu'on laisse faire, les points de deal, eux, il y en a de plus en plus. Donc au bout d'un moment, en fait, on n'arrivera jamais à effectivement avoir assez d'effectifs pour mettre des gens, des policiers partout dans tous les points de d'Île-de-France. La police n'intervient pas que sur des trafics de stupéfiants, il y a la police secours. Tout à fait. Qui prend énormément de... Donc c'est les appels 17, la police secours. En fait, on peut pas mettre tous les effectifs sur des points de sup, parce qu'après, il n'y a plus personne. Mais vu que c'est le problème majeur, limite, aujourd'hui, enfin, façon de parler... Il faut recruter plus, mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'être policier? Non. Les moyennes de concours ont été extrêmement baissées. Donc on recrute vachement plus, avec une moyenne vachement en dessous encore. Donc la qualité des effectifs pour toi diminue, mais ça, ce qu'on entend souvent, effectivement, c'est qu'il y a tellement de difficultés à recruter des policiers qu'on a tendance à baisser le niveau du recrutement, et donc on recrute monsieur, madame, tout le monde. Voilà, sans forcément les facultés et les attentes. Il y a un peu de ça. Après, attention, une personne qui est recrutée, qui a peut-être pas le niveau scolaire pour réussir les examens, et une fois qu'elle est en école, elle donne tout, parce qu'il y a quand même un an d'école pour sortir gardien de la paix. Il y a quand même un an d'école. Alors j'ai entendu certains qui disent il faut les former plus, mais un an d'école, c'est quand même un an d'école. Voilà. Et puis après, on continue à être formé sur le terrain, parce que quand on apprend, comme on dit, quand on arrive bleu-bit dans un équipage, on apprend des autres, on apprend des collègues. On expérimente au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a eu une baisse, une baisse de niveau, voilà, oui, ça oui, de maturité même, et qui va même, je pense, avec l'avancée de la société actuelle. C'est encore un autre sujet, mais c'est en lien, c'est malheureusement en lien avec tout ça. Quand moi je discute, il faut pas non plus que nous les policiers, on passe pour les gens qui ont la solution à tout. Tu vois, parce que, comme je dis, moi je suis personne, j'ai pas la prétention d'eux, on peut émettre notre petit avis, notre petite pierre au truc, mais c'est vrai, en fait, si en plus on donne une posture de la police en mode oui, non mais attendez, mais il faut faire ça, tu vois ce que je veux dire, il faut faire ça, ça montre encore une image d'arrogance, une forme d'arrogance, une forme de supériorité encore, pour dire de nous on sait, on sait ce qu'il y a à faire. Il faut rester dans nos bottes aussi. Parce que moi, aujourd'hui, malgré le fait que je suis en groupe d'intervention, un machin et tout ça, je suis pas un commissaire, un capitaine de police qui, eux, sont plus dans la politique et dans la gérance. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est des hommes de terrain. C'est un tout autre métier. Ouais, bien sûr. Il y a l'entraîneur, il y a les joueurs de foot. Exactement. Toi, t'es sur le terrain. Je suis sur le terrain. Moi, je vais pas dire à un entraîneur comment entraîner. Quand on discute avec des profils similaires aux tiens, ils ont tendance à avoir un sentiment d'inutilité vis-à-vis de leurs actions quotidiennes. Tous les jours, tu vas arrêter des profils que tu vas réarrêter le lendemain, et en fait, c'est quoi? On avance comment comme ça? Quel métier se dit tous les jours je reproduis la même chose sans aucune efficacité, puisque finalement à l'instant T, vous protégez peut-être certains citoyens parce que vous empêchez que certains profils de délinquants soient sur le terrain au moment où vous y êtes, et vous assurez à l'instant T une certaine sécurité, vous empêchez certains actes, mais la réalité c'est que ces personnes-là sont remis au bout de 2 minutes et demie sur la circulation. Totalement. Moi j'ai un exemple concret à te donner là. On pète un mec avec une certaine quantité de cannabis,
qu'on met à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire, on le mate vers 23h30 minuit. Le lendemain, à 17h, il est sur le point de deal, encore. Et c'est un mec qui a un casier judiciaire long comme le bras. Voilà. Moi, j'ai le problème avec ça. Parce que là, on parlait encore une fois, de l'effectif, de votre équipement. Et là, on parle de justice, là. Comment une interpellation se passe? Donc voilà, on agit sur du flagrant délit. Donc on constate une vente, que ce soit nous ou que ce soit le CSU, le centre de surveillance urbain, donc les caméras de la ville. Donc on constate une vente, donc c'est fait. Donc la vente, ce qui doit être constaté, c'est un échange de monnaie et de produits. Voilà. Si ça c'est pas constaté, théoriquement c'est compliqué de faire quelque chose là-dessus. Bon, c'est constaté. On voit qu'il fait des allers-retours à certains endroits pour se réapprovisionner. Effectivement, c'est le cas. On trouve une certaine. En l'occurrence, l'anecdote que j'ai, il y avait un peu plus de 200 grammes de résine de cannabis. Okay. Voilà, donc le monsieur est interpellé. Donc on le charge dans notre véhicule de patrouille et on l'amène donc au commissariat. Au commissariat, où il va être reçu par un OPJ pour sa notif du fait d'être placé en garde à vue. Voilà. Il fait sa garde à vue, il est auditionné, et après il est dehors. Voilà. Il est à nouveau dehors. C'est comme ça que ça se passe. Et là, la sanction va être prise par qui? Il y a un avis qui est fait au procureur de la République. Okay. Dans un département comme le 93, oui, c'est banal. Ouais. C'est banal. On va dire que 300 grammes, voilà, c'est pas oufissime, c'est pas rien non plus. Mais par contre, si un mec se fait péter avec 300 grammes dans la Creuse, là, je pense qu'il prend pas la même chose. Voilà. Parce que Est-ce que c'est juste ça? C'est une question d'embouteillage dans le sens où, dans la Creuse, s'ils ont beaucoup moins d'endroits sensibles, les tribunaux, en fait, dans le 93, c'est plein. C'est plein tout le temps. Et en fait, je pense qu'il y a une hiérarchisation d'affaires, en fait. Voilà, ça, bon... Ouais. En fait, le proc, il décide oui, il décide non. Il y a l'avis OPJ qui compte. Est-ce que l'OPJ, il oriente l'avis en tant que, bon, oui, lui, c'est vraiment une crapule, ce qui fait, on l'a interpellé déjà 3-4 fois, il est connu pour ça. Là, il faudrait faire quelque chose. Voilà, l'OPJ, il oriente aussi le procureur. Est-ce que l'OPJ, s'il a envie de shooter un peu, oui, bon, là, ouais, bon, voilà, ça existe. On le sait que ça existe. Ouais, c'est à la tête du client. Je sais pas si c'est vraiment ça, si c'est un problème de profil. Le proc, en fait, il a le pouvoir d'abandonner ou non les poursuites. Voilà. Il n'y a que lui. Théoriquement, quand un policier constate une infraction, il doit la traiter jusqu'au bout. Une infraction, un délit, voilà. La seule personne qui a le droit entre guillemets de l'acquitter, c'est le procureur de la République. C'est lui qui a comment on appelle ça, le droit de poursuivre ou non. De dire, bon ben non, ça dégage, ou ça... Je te le grossis, grosso modo. Bien sûr. Je te donne une bêtise. Théoriquement, je te parle vraiment de théoriquement, je constate une infraction, je vais vouloir faire de la prévention, je dis bon bah allez, ça ira pour cette fois-ci, machin, voilà, ça c'est du discernement, la dame est très correcte, elle a tous ses papiers, elle est en règle, elle a un peu glissé le stop, je lui fais un avertissement, mais théoriquement quand tu constates une infraction, tu dois aller au bout de ton infraction, et c'est le proc qui a la décision finale, qui a la décision d'acquitter ou pas, voilà, en gros, je t'ai schématisé, grosso modo c'est ça, okay. Théoriquement, ce que tu constates, t'es censé le traiter jusqu'au bout. En fait, l'OPJ fait l'avis au procureur, et c'est le procureur qui tranche derrière. Un OPJ, théoriquement, ne peut pas shooter non plus. Demain, alors, exemple, j'ai trop de personnes qui violent. Voilà. Parce que du coup, oui, ils se mettent tous à violer là-bas. C'est un secteur où il y a des viols en permanence. Et du coup, il y aura le grand viol, le petit viol. Celui qui viole pas beaucoup, lui, on va le renvoyer dans la rue. Et celui qui viole beaucoup, lui, on va peut-être faire quelque chose. Lui, on va lui mettre 6 mois de prison. Plus on avance, et plus on augmente le nombre d'infractions et le nombre de délits, c'est tout le temps dans une spirale comme ça positive de la délinquance de pire en pire. Et donc en fait, à ce rythme-là, comment on améliore et on change la donne? Il n'y a plus de possibilité. Si on me dit pas d'un moment, on tape du poing sur la table et on me dit ok, bon, on va commencer par Paris, Marseille, et on va aller éradiquer ça vite fait, bien fait. Tant pis, on va laisser Réunion un peu de côté pour le moment et on va s'attaquer à Paris dans un programme. On va montrer l'exemple, voilà. Comme on l'a fait aux Jeux Olympiques. On a su montrer... Oui, aux Jeux Olympiques, il y a eu une présence policière dingue. Européenne. Ok, on a su montrer qu'il était possible que la délinquance quasi zéro existe. D'accord. Mais pourquoi? Tout revient à la visibilité. Ouais, et tout à fait. Parce qu'on était un nombre de flics au mètre carré qui était... En fait, il y avait la place de rien ou de quasiment rien. Mais si on décide d'un coup de faire une razzia sur une grande ville pour montrer l'exemple et d'assainir une ville, même si ça va pas être... délinquance zéro, on a tous conscience de ça, faut pas être utopiste, et réellement, mais si on passe d'une délinquance,
je te dis une bêtise, à 80%, et qu'on la ramène à 15% parce qu'on a fait un vrai ménage et qu'on a décidé d'être sévère. Quand on dit ménage, c'est de placer les gens qui ont leur place en prison, c'est de ça qu'on parle. Alors déjà, effectivement, la finalité c'est celle-ci, mais en premier lieu, d'aller, effectivement, par la présence, envoyer une grande partie des... Qu'est-ce qu'on a fait pendant les JO? Tous les effectifs de France ont été, pour 80% d'entre eux, rassemblés à Paris, t'es d'accord? Donc il restait plus que 20% sur le territoire. Oui, est-ce que ça a créé plus de meurtres au niveau national? Meurtre, non, je pense pas. De délinquance. D'actes de délinquance, j'en sais rien, ça il faudrait... Regarder les stats. Il faudrait regarder, je sais pas, ça je pourrais pas répondre. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, le constat est que quand il y a de la visibilité... La délinquance diminue. Donc voilà, si on faisait en sorte, sans parler, mais pas seulement de la visibilité. Quand je dis de la visibilité, c'est pas on se plante comme des panneaux et on est là. Ouais, ok. Non, quand je dis de la visibilité, c'est faire des pédestres dans les cités où il y a des points de deal, gêner le trafic. Si on est sur du flagrant délit de vente de produits stupéfiants et de tout ça, et effectivement, il faut le traiter. Je regarde des reportages divers et variés et je vois des profils qui se baladent dans les rues de n'importe quelle ville et on se retrouve à dire, bah là, il y a un point de deal. Là, il y a un point de deal. On parle de rues passantes, de rues commerçantes, de rues de centre-ville. On sait qu'il y a des points de deal là. Les gens, les civils, les citoyens le voient. Et comment se fait-il que si les citoyens le voient, la police est censée le voir? Et comment se fait-il qu'on ne dit pas, tous les jours, j'arrive, j'attrape tout le monde qui est là, et on les embarque? Quel est l'intérêt d'agir si, à chaque fois que vous agissez, ça n'amène à rien? Comment tu veux avoir le sentiment d'être utile? Et c'est une de mes questions que j'ai notées. En fait, est-ce que toi, aujourd'hui, ou est-ce que, de manière générale, les policiers, pour ceux qui sont sur le terrain, ont un sentiment d'avoir une activité professionnelle utile? Alors, ça c'est une bonne question parce que une activité professionnelle, alors elle est utile vraiment sur l'instant. Sur l'instant, quand on fait cesser l'infraction ou le délit, qu'on attrape, qu'on remet à l'OPJ et que ça dort en cellule la nuit, voilà, là on est utile. Mais le problème c'est que quand la personne est au même endroit le lendemain à la même heure en train de faire la même activité, c'est pareil. Moi je reviens, je sais qu'il est au même endroit, je sais qu'il est là pour ça. Mais si je ne le constate pas, je ne peux pas l'attraper et le ramener. Voilà, je ne peux pas interdire à une personne d'être là. Si je la reconstate encore une fois, en faisant un échange, monnaie, produits stupéfiants, voilà. Ah, mais il y a des affaires où on entend des histoires où le mec, ça fait 30 fois qu'il passe devant le juge. J'abuse, mais même juste 10 fois. Comment tu veux que le mec il passe 10 fois devant le juge? À chaque fois, c'est une fessée, c'est une tape sur la main, et c'est attention monsieur, la prochaine fois on sera plus sévère. Le mec il se dit elle est mignonne, et il rentre il repart et il recommence. En fait, elle est où la fermeté qui amène à ce que les gens se disent ok, il faut que je fasse attention? Alors est-ce que, moi c'est pareil, j'ai pas la réponse finale à ça. Alors est-ce que les gens ne sont pas déférés au bout de la 30e affaire parce que les prisons sont pleines? Et ça c'est encore un autre problème c'est encore autre chose, et on partirait sur... j'ai un avis bien tranché aussi là-dessus, mais je veux que tu me le donnes, n'hésite pas. Le problème c'est que la prison c'est quoi? C'est un endroit où t'es puni. Voilà, t'es puni pour les bêtises que t'as fait. Est-ce que quand t'es puni, tu dois être dans un endroit où... je suis vraiment trop bien ici. PlayStation. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas créer des endroits où quand les gens y sont envoyés, ils se disent ah putain, j'ai pas envie de revenir. Mais vraiment pas. Voilà. Est-ce que au lieu de leur faire des cellules, presque des studios de 20 mètres carrés, est-ce qu'il faudrait pas... Il y a des gens qui dorment mieux aujourd'hui en prison que certains qui vivent à Paris dans certaines chambres de bonne. Mais certainement, mais c'est une évidence. Quand ils ont des synthétiques tout neufs pour jouer au foot, qui sont des journées karting, des journées, comme on a vu, ce qui a été montré. Ouais, je parle même pas de la vie des quartiers, je parle juste dans les prisons. Hein? Mais bien sûr. Ils ont une prison, par exemple, dans le 77 à Réau, ils ont un synthétique de foot, et ils jouent au foot l'après-midi. Voilà, c'est passé sur TikTok, sur les réseaux, journée karting des prisonniers. Là, c'est pareil, le gouvernement, ils ont débloqué 12 millions d'euros pour faire des tablettes Android aux prisonniers. Et donc, en fait, de suite, t'as un mec qui a craqué la tablette dans une cellule, il se filme sur TikTok. Bon, les gars, j'ai craqué la tablette, j'ai accès à Internet, je peux tout faire maintenant. Sur la tablette, allez, bababab. Et du coup, le gouvernement, ils ont été comme des cons, ils ont serré le robinet, ils ont repris toutes les tablettes et tout. Ils ont envoyé 12 millions d'euros. Aujourd'hui, moi, j'entends des fois que, effectivement, les prisonniers, ils sont mis en cellule, des fois plus ou moins
confortablement. On a effectivement des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux où certains montrent qu'ils peuvent se faire à manger, regarder la télé, jouer à la console. La vie d'Aloca, hein. La réalité, c'est que pourquoi on ne met pas en place un système qui permettrait qu'ils participent à l'économie du pays? Aux États-Unis, les prisonniers, ils refont les routes. Pourquoi ils n'ont pas des travaux d'intérêt généraux? Pourquoi on les fait pas bosser, ces mecs-là? J'en sais rien. Il y a plein de boulots qui pourraient aider la nation. On veut réindustrialiser la France. Aujourd'hui, on a toutes nos industries qui nous ont quittés, qui sont parties, mais c'est un autre sujet, quoi qu'il en soit. On veut essayer de réindustrialiser la France, il me semble, parce qu'on se rend bien compte que c'est compliqué au niveau international. Toute cette main-d'œuvre-là, qui ne sert strictement à rien, qui dort toute la journée ou qui fait des pompes dans une cellule et qui joue à la console. Pourquoi on ne ferait pas en sorte de les mettre au charbon pour X raisons, avec effectivement un cadre, mais ce serait bien plus utile que de créer des énormes murs en béton et de mettre tout le monde là-dedans. On parle de la réinsertion. C'est très bien. Faisons en sorte qu'il y ait de la réinsertion en amenant les gens à bosser comme ils devraient bosser au quotidien dans la vie civile, parce qu'aujourd'hui, peut-être que la plupart, finalement, ils sont en décalage avec ça, et de les réinsérer en les faisant travailler pour le bien de la nation. C'est pareil, ça serait une réorganisation totale de tout ça. Et je pense que les collègues... L'organisation carcérale, finalement, qui est peut-être has-been, mais tu sais, on parle souvent de... Je me permets de te recouper. On parle souvent d'un problème avec l'éducation nationale et le fait que elle a tendance à être dépassée aujourd'hui et plus en adéquation avec la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais, mais il y a peut-être un souci au niveau carcéral. C'est aussi... En fait, je pense que tout se rejoint. Tout se mélange à un moment donné quand on parle de tout ça, de la police, des instituts, d'instituteurs, hein, donc des professeurs d'école. Moi, je connais des professeurs aussi qui vont travailler la boule au ventre, parce qu'il n'y a plus le respect du tout du professeur. Alors, je veux pas dire... je suis pas assez vieux pour dire que j'ai pris des tartes à l'école, c'est faux. Mais à l'époque où ils avaient le droit de le faire, un professeur savait tenir sa classe. À cette époque-là, il y a règles sur les doigts, les choses comme ça. À cette époque-là, il n'y a aucun professeur qui s'est fait mettre à genoux avec un pistolet à billes sur la tempe. Voilà. Qui s'est fait décapiter, ou du moins, moi j'en ai pas le souvenir et j'ai pas connaissance de ça. Moi quand j'ai entendu ces histoires-là, et c'est arrivé... Il y a une fois, je crois que ça a été très médiatisé, cette histoire du gosse qui braque son professeur en classe, mais il y en a eu d'autres. Et donc j'ai une connaissance, moi, personnelle, qui a son frère qui a été victime de ça. Et qui est aujourd'hui choqué et qui n'exerce plus. Aujourd'hui, on parle de problèmes d'éducation. Aujourd'hui, on parle de problèmes au niveau carcéral. On parle de soucis de revoir tout le temps les mêmes profils revenir parce que c'est bouché au niveau de la justice, ils savent même plus comment se sortir de toutes ces affaires et finalement ils ont tendance à laisser pisser hein, pour certains cas parce que de toute façon ils savent c'est devenu banal et donc il n'y a plus assez de place pour pouvoir gérer tout le monde, d'accord c'est dû à quoi tout ça? Est-ce que réellement... C'est dû à déjà, comme tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est primordial d'avoir une bonne éducation, déjà. L'éducation, elle commence où? Elle commence à la maison. Voilà. Elle commence à la maison, par le respect des règles à la maison, le respect de ses parents, le respect de ses frères, de ses sœurs, de ses voisins. Et après, on élargit le périmètre des voisins, au collège, à la société, aux camarades de classe, aux instituteurs, à la police, aux docteurs, aux médecins, et tout ça. En fait, c'est vraiment une goutte d'eau qui tombe et qui... le respect. Ça fait un grand cercle au final. Et le respect est primordial. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. J'ai une petite anecdote. Sympa. Moi, à mes 13 ans, j'ai fait une petite bêtise. J'ai un copain qui me dit « t'es pas capable de voler des écouteurs à Auchan ?» J'ai volé des écouteurs à Auchan. Le vigile m'a attrapé, ils ont appelé la police, ils m'ont menotté pour un vol à l'étalage, ils m'ont amené au commissariat. Et allô papa, il faut venir chercher votre fils. Mon père étant du métier, et dans la police également, j'aurais préféré rester en cellule plutôt qu'il vienne me chercher. Il m'a laté au commissariat devant les collègues, et je l'ai mérité parce que c'était pas bien. Lui, il avait honte, parce qu'en étant de la fonction,
de venir chercher son fils, bah ça fait jamais plaisir. Et aujourd'hui, le comportement qu'il a eu, je le comprends totalement. Là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai déjà remis des mineurs à des parents, donc qui viennent chercher leurs enfants au commissariat, et des parents qu'on n'a rien à branler. Et pour des faits bien plus graves que avoir volé des écouteurs. Ouais. Pour des faits bien plus graves. Et les parents, oui, oh non, mais de toute façon, oui, mais c'est toujours les mêmes. Vous venez toujours chercher mon fils, c'est la 10e fois que je viens le chercher dans l'année. Oh, c'est chiant. Oui, mais en fait, votre fils, il avait un énorme sécateur dans son sac à dos pour couper des arbres où il n'y en a pas, en fait. Et voilà. Et bizarrement, il est pris sur une rixe, votre fils. Voilà. Ah oui, non, mais oui, bah, c'est ça, oui. Enfin, voilà. Et il y a vraiment un problème quelque part. Voilà. Et ça, j'en ai des milliers d'exemples comme ça. En fait, tout est banalisé. Ton fils, il a 13 ans, il se balade avec un cutter, c'est pas grave. Il a une serpette dans le sac, c'est pas très grave. Il a un flingue, c'est même plus très grave finalement. Et il se balade avec une plaquette de shit, c'est pas grave. En fait, il y a rien qui est grave. Et du coup, bah, c'est ce qu'on retrouve au final au niveau de, bah, voilà, des différents délits commis et tout ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux. Encore là, il y a peu là, l'affaire de celui-là, tu as parlé de Naël tout à l'heure, mais là, il y a eu un jeune homme qui a été poursuivi et qui finalement a mis la vie en jeu d'un père de famille, puisqu'il lui est rentré dedans avec sa voiture pour un refus d'obtempérer. Donc même situation à peu près que Naël, hein, en soi. Pris, voilà. Alors on va dire quoi ? On va dire que c'est parce qu'il a été poursuivi, finalement il fallait pas le poursuivre. Le problème, c'est que le refus d'obtempérer est un sujet très délicat. Très délicat au vu de ce que ça peut engendrer. En fait, ça peut finir par des conséquences dramatiques, en fait, un refus d'obtempérer, comme ça a été le cas pour Naël, parce que, voilà, on va se dire ce qui est, quand quelque chose se solde par une mort, c'est toujours dramatique. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Évidemment, faut pas croire qu'on se lève avec l'envie de buter tout le monde. Voilà, ça c'est... C'est important de le dire. Voilà, ça. non mais oui, moi je me lève pas le matin en me disant, bon alors, putain, ça serait bien que j'en grille un aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça c'est faux, il faut arrêter de... Parce qu'il y a des gens qui le disent, voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la police est raciste. Que la police tue. Voilà. On entend beaucoup dernièrement, fascistes, tout ça. Oui, et voilà, en vérité, la police, effectivement, la police tue. D'accord. La police, quand on fait le calcul de nombre de fois où la police tue... J'aurais pas les chiffres, mais voilà, moi je peux le dire. Et puis les collègues avec qui je tourne, j'ai eu tourné, et j'ai tourné depuis des années, je n'ai connu aucun collègue qui me dit je rêverais d'en griller un. C'est pas vrai, c'est pas, voilà, non, et combien, ça existe pas. Ça fait 8 ans que tu exerces, combien de fois, malheureusement, c'en est arrivé à ce qu'il y ait une personne qui décède par un tir d'un policier? moi je l'ai jamais vécu. Jamais vécu en 8 ans? Moi en 8 ans, je n'ai jamais fait feu. Les collègues avec qui j'ai pu être n'ont jamais fait feu. Je ne parle pas de flashball ou de tir de taser. Je parle je parle du 9 mm de notre arme létale. Voilà. Je n'ai jamais eu à le faire. Des sorties d'armes, il y en a eu quelques-unes pour des situations un peu délicates. Mais l'ouverture de feu, je ne l'ai jamais vécue. Et j'espère ne jamais la vivre. Voilà. Que ce soit bien clair. C'est le tournant d'une vie. Voilà. Donc, et pour revenir au refus d'obtempérer, du coup, c'est très compliqué au vu de tout ce que ça peut engendrer par la suite. Mais le problème que ça me cause à moi, ça veut dire qu'en fait, si y a un contrôle de police, tu décides de pas t'arrêter, tu t'arrêtes pas. Et personne ne peut rien te dire. En fait, c'est presque ça. Parce que nous, quand on nous demande de cesser les chasses de refus d'obtempérer, pour pas qu'il y ait de problème derrière, ça veut dire, il veut pas s'arrêter, écoute, allez. En fait, c'est pas de couilles, pas d'embrouille, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça. Pas de couilles, pas d'embrouille. Mais le problème, c'est que la couille, elle est peut-être que de ce mec-là, il part. Là, le mec que tu refuses d'interpeller, il est peut-être chargé à bloc dans le coffre. Ah oui, et il va peut-être créer. De toute façon, il y a toujours une raison d'un refus d'obtempérer. En général, un mec qui est réellement en règle de partout. Il n'y a pas réellement de raison de ne pas s'arrêter. Voilà. Ça peut être du défaut d'assurance, ça peut être du défaut de permis, ça peut être du go fast, ça peut être... tu sais jamais sur quoi tu tombes. Oui, un braqueur, on ne peut pas savoir. Moi, le problème que ça me pose, c'est ça. Donc du coup, personne ne s'arrête. Mais encore une fois, moi je pense que là, c'est toujours pareil, c'est la conséquence. C'est que la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de délinquance, il y a plus de problèmes de manière générale, donc plus de refus d'obtempérer, parce que tout le monde a tendance à, encore une fois aussi, à banaliser, mine de rien, la police et ses possibilités, parce que finalement, vu que les gens voient très bien que même des délits qui sont quand même pas
déconnant, on arrive à ce que les gens puissent ressortir très vite et au maximum à prendre du sursis. Donc, comment tu veux que le mec qui se dit, bon, allez, ils veulent me contrôler, allez, je m'esquive, oh, allez, de toute façon, ils vont pas me poursuivre, ils savent très bien qu'on a vu l'affaire Naël, là où ça va, maintenant, allez, ils vont se détendre. Et donc, la réalité, et puis là encore avec ce qui vient de se passer, il y a possibilité qu'on se retrouve à condamner la police d'avoir poursuivi ce jeune homme, qui roulait à quel âge, 17 ans sans permis aussi? Forcément, 17 ans, il n'a pas le permis. Pour déjà notre refus d'obtempérer. Voilà, je connais pas cette affaire, je l'ai pas étudiée, mais quoi qu'il en soit, on est d'accord que il a rien à faire sur la route, mais aujourd'hui, des jeunes sans permis qui ont tendance à circuler, il y en a de plus en plus. Des gens qui circulent avec des armes, il y en a de plus en plus. Des gens qui circulent avec du shit ou avec d'autres drogues, parce que la drogue, finalement, le shit, c'est devenu banal. Maintenant, c'est coke, maintenant, on voit la colline du crack à Porte de la Chapelle. On va où comme ça, en fait? Comment on fait pour faire machine arrière et améliorer la situation? À me dire quoi? Il faut donner plus d'argent? Faut qu'il y ait un meilleur pouvoir d'achat, une meilleure situation économique? Moi là-dessus, la réponse vraiment, je l'ai pas et je ne saurais même pas par. Je ne saurais même pas. Et en fait, il faut qu'il y ait une volonté politique avant tout. En fait, il faut qu'il y ait une volonté politique de faire cesser réellement tout ça. Ok. Voilà. Et si maintenant on parle un peu des profils des délinquants que toi tu interpelles, donc tu es dans le 93, on le rappelle, donc forcément on sait que c'est un coin qui est quand même assez sensible. Est-ce que, majoritairement, quelle est l'origine des personnes que tu interpelles majoritairement? Sujet très très délicat. Et si aujourd'hui en France, les chiffres sont interdits et tout ça, c'est que je pense que ça peut déranger. On n'a pas le droit de sortir des statistiques là-dessus. Mais ta constatation personnelle mais ma constatation personnelle à moi, c'est que ce sont déjà des gens qui ne sont pas français. Voilà, très souvent. Donc ça veut dire quoi quand tu dis pas français? Très souvent, ça veut dire que ce sont des gens des gens qui sont issus de l'immigration. Et attends, parce que issus de l'immigration peuvent être français. Issus de l'immigration, mais qui ne sont pas français. Qui n'ont pas les papiers. Qui n'ont pas de papier, oui. D'accord, qui ne sont pas français. Des immigrés sans papier. Quand je dis qu'ils ne sont pas français, c'est qu'ils ne sont pas titulaires d'une carte d'identité française. D'accord. Voilà. Qui ne sont pas de nationalité française. Okay. Voilà. Et ça, t'en es sûr ou est-ce qu'ils cachent leur identité? Comment ça se passe? Parce que vous, lors d'un contrôle, on peut très bien dire non, j'ai pas de papier, monsieur, alors qu'en vérité, j'ai des papiers. Alors, quand c'est comme ça, il y a des vérifications qui sont faites au poste de police. Ok. Une personne qui a pas de papier aujourd'hui sur le territoire. Aujourd'hui, une personne est censée justifier de son identité en tout temps, en tout lieu, en toute heure. Alors si on me dit, parce que est-ce que ça c'est pareil, quand on sait que les gens ils sont prêts à faire des refus d'obtempérer, à sortir des kalachnikovs en pleine ville, autant dire que refuser de donner son identité, ça me paraît tellement basique que est-ce que pour ça on va être condamné? Alors on n'est pas condamné pour ça. D'accord. Mais par contre on peut ramener la personne au commissariat pour faire une vérification d'identité. C'est-à-dire empreinte? Une vérification d'identité, alors ça dépend si la personne est connue, si elle n'est pas connue. Il y a aussi maintenant on a des téléphones où quand on prend les photos, on a donc la personne et ça nous ressort s'il est déjà connu des services avec son identité qui est déjà rentrée. Et en fait c'est par affiliation avec le nom, prénom de la mère, du père. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça serait long. Voilà, mais du coup on a une vérification d'identité, on obtient une adresse, on obtient l'identité complète de la personne. D'accord. Voilà. Et ça se fait. Tu me parles d'un contrôle classique de contrôle de papier. Qu'est-ce que vous faites principalement aujourd'hui? Parce que finalement, avec le nombre de délits qui sont commis tous les jours, est-ce que vous avez le temps de faire juste du contrôle de papier ou est-ce que ça c'est complètement oublié? On fait que du contrôle Alors faire du contrôle de papier, ça n'existe pas. On peut pas contrôler une personne juste pour savoir s'il est français ou pas. Déjà pour contrôler une personne, il faut qu'il y ait un motif. Quand on fait un contrôle d'identité, c'est qu'il y a eu un motif. Ah oui, on peut pas arriver. Bonjour, je vous contrôle. D'accord. Ça n'existe pas. Voilà. Okay. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà. Moi, je marche dans la rue, un monsieur qui lâche un bollard par terre. Ça, c'est une infraction. Donc déjà, ok, t'as pas le droit de cracher. Donc la prise de contact, elle est faite par rapport au fait qu'il ait jeté son mégot par terre, qu'il ait jeté sa canette. De l'incivilité, finalement. Ça vient d'incivilité ou d'un différend entre deux personnes et nous on arrive sur place, il s'est passé ça, est-ce que vous avez une pièce d'identité madame, est-ce que machin, voilà. Il faut qu'il y ait un motif et je peux pas arriver comme ça et dire bon allez, toi, contrôle d'identité, ça existe pas. Okay. Voilà, ça se passe pas comme ça. Maintenant, c'est pareil pour théoriquement c'est pareil pour les voitures. Les voitures, normalement,
tu peux pas arrêter une bagnole comme ça. Voilà. Une personne qui a pas mis son clignotant, c'est une infraction. Voilà, madame, bonjour, je vous contrôle pour ci, pour ça. Après, il y a des opérations qui sont faites aussi, comme on peut voir souvent par les gendarmes, par tout ça, à des ronds-points pour faire souffler, pour tout ça. Donc là, ça donne, c'est des opérations. Donc là, voilà, c'est des opérations. Qui donnent le droit, c'est fait par le préfet, c'est une organisation. C'est des choses qui sont prévues. Ok. Voilà. C'est des points fixes en fait. Voilà. Okay. Mais on ne peut pas arriver comme ça et exiger la pièce d'identité d'un tel ou d'un tel. C'est pas comme ça que ça marche. Ok. Voilà. Faut qu'il y ait des raisons qui amènent à ce que vous puissiez le faire. Voilà. Et donc pour en revenir aux interpellations, au contrôle que toi tu fais quotidiennement. Alors nous, très souvent, alors je suis dans un lieu, voilà, je suis dans le 93, il y a beaucoup de familles issues de l'immigration et de tout ça, et il y a énormément de personnes qu'on interpelle qui sont pas françaises, de papier, donc qui n'ont pas la nationalité française, et une quantité énorme qui sont déjà sous OQTF. D'accord. Donc sous obligation de quitter le territoire. Et comment se fait qu'ils ne sont pas dans des centres? Les gens qui sont sous OQTF peuvent être largement comme ça dans la rue, tranquillement, se balader, faire leur vie. Parce que là, moi, j'ai pas la réponse du pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans un avion ou pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans un centre en attendant de partir. Ça, moi, la réponse, je l'ai pas. Mais je le constate. Voilà, je le constate. Il y a énormément de personnes sous OQTF dans la rue, dehors. Et voilà, et bizarrement, sur des grosses affaires, sur des gros soucis, comme on entend à la télé, l'individu interpellé pour ceci, pour cela, est une personne sous obligation de quitter le territoire. Et ça revient souvent, je n'invente pas, à la télé, sur BFM, sur CNews, sur TF1, voilà, ce sont des choses... Donc toi, objectivement, aujourd'hui, t'expliques que réellement, il y a plus de délits commis par des personnes qui, donc, ne sont pas de nationalité française. Alors, au vu du territoire sur lequel je travaille, oui. Ok. Oui, voilà, oui. Ok. Et donc, ces personnes sous OQTF sont souvent plutôt quoi? D'origine quoi? Ils sont origine de l'Est? Origine, soyons honnêtes. Est-ce que c'est... Parce que souvent, on a ce problème-là avec, encore une fois, le racisme. Est-ce que c'est plutôt des gens issus de... C'est très souvent des individus de type africain, de type nord-africain. Très souvent, et c'est malheureux parce que ça porte préjudice à leur communauté. Ah, mais c'est ce qu'on disait sur la stigmatisation. Voilà, la stigmatisation, elle est due à l'expérience, c'est dû à un sentiment par rapport à l'expérience vécue. On a tous le droit d'avoir un sentiment. Ce que je raconte là, c'est... Je l'invente pas, c'est un constat. Je suis pas là pour dire oui, ce sont des méchants ou ce sont pas des méchants. Ouais, on me pose une question. La couleur de peau n'a rien à voir avec le fait d'être mauvais ou gentil. Exactement, exactement. Moi, j'ai travaillé avec des collègues de couleur, avec des collègues musulmans, avec des collègues bouddhistes aussi. Et voilà. Il n'y a aucun rapport à la couleur de peau. Voilà. Et par contre, ces collègues-là prennent cher, par contre. Un collègue de couleur... un collègue black, un collègue d'origine musulmane, enfin de religion musulmane, pardon, donc d'origine nord-africaine, en général, est assez mal reçu. Dans les quartiers, par les gens de la même communauté. Ouais. C'est souvent traité de traîtres, ce sont des métiers qui sont presque interdits pour eux en fait. Voilà. Et alors les raisons, je les ai pas parce que. Mais la réalité, c'est que traite de quoi? Ça veut dire que si demain on arrête tous d'être policiers, finalement le policier il doit avoir quoi? Il doit être juste blanc, issu de Bretagne, et tout le reste finalement c'est pas fait pour eux. Ça veut dire que si aujourd'hui t'es maghrébin, t'es africain, peu importe, on s'en fout en vérité, t'es chinois, ça veut dire que demain t'es asiatique et tu vas dans le quartier chinois et que du coup t'arrêtes un asiatique, t'es un traître. Mais la réalité c'est que y a aucun rapport à ça. Si on arrête s'il y a plus de police, on arrête le délinquant. Aujourd'hui, on n'arrête pas une couleur, on n'arrête pas une religion. On est d'accord. Aujourd'hui, on arrête une personne qui commet un délit. Enfin voilà, du moins quand je dis on interpelle, c'est voilà, on prend contact avec une personne qui commet une infraction ou un délit ou un crime après, mais ou une incivilité, ou une incivilité, voilà. Et aujourd'hui, moi, c'est le constat que je peux faire. Voilà. J'aimerais qu'on parle d'immigration. C'est un sujet qui est tabou. Tabou. Quand une casserole d'eau est pleine, on peut pas rajouter un litre d'eau. Ce n'est pas être raciste, ce n'est pas être fasciste, ce n'est pas être... non, c'est normal. Enfin, pour moi, ça me semble normal. C'est toujours facile, assis dans son canapé, de dire... De juger d'une scène. Voilà. Un chouf, c'est entre 80 et 120 balles par jour. Les violences conjugales, tout ça, c'est pris extrêmement au sérieux. Et dès qu'il y a un retour à la normale et que ça retourne à la maison et que le mari, il sait qu'il a chié, qu'il remet un peu de pommade et que machin, la femme doit
clairement dit oui, c'est moi, je lui ai mis sur la gueule, on s'est disputé. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, je pense. L'égalité homme-femme.